et bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 2 novembre 2025. Plusieurs sujets aujourd'hui. On vous parle d'une entrevue avec Sœur Angèle qui va être au IGA à Berthierville le 8 novembre prochain. Donc, vraiment une occasion rare et très profitable de rencontrer Sœur Angèle, pouvoir discuter avec elle et pouvoir déguster aussi son fameux fromage Sœur Angèle. On vous parle du Centre d'art Diane Dufresne qui a inauguré une nouvelle exposition, entrevue avec l'artiste, avec Catherine Courtemanche aussi, qui s'occupe du Centre d'art et aussi avec une présentation d'une exposition sur Diane Dufresne. Cette semaine aussi au niveau provincial, mais c'est quand même quelque chose qui nous touche beaucoup, la contestation pour la loi 2, la fameuse loi 2 qui encadre la pratique des médecins spécialistes. On a un extrait de Joël Arsenault qui a demandé un avis de motion et aussi des débats qui ont eu lieu entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est toujours un petit peu plus difficile à prononcer. On vous parle aussi maintenant, on parle qu'aujourd'hui, c'est journée d'élection et Alain Bellumeur vous fait un petit rappel de où aller voter. On rappelle que vous pouvez voter jusqu'à 20h ce soir ou aller voter dans les différents bureaux de vote de la région où se passent des élections. Et on vous rappelle que ce soir, nous faisons une première à compter de 8h30. Nous aurons une émission spéciale en direct pour le résultat des élections municipales dans la région ici. Nous serons en compagnie de M. Jean-Luc Barthe, ex-maire et conseiller à Saint-Ignace de Loyola, qui sera notre analyste politique pour cette soirée. Donc, à ne pas manquer à compter de 8h30 pour connaître tous les résultats des élections dans la MRC. Sur ce, bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. On est accompagné de Sœur Angèle, une autre personne reconnue ici au Québec dans la gastronomie, dans l'enseignement. Merci beaucoup d'accepter une entrevue cet après-midi avec nous. Bonjour. Bonjour, bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, j'espère que je vais vous voir quand je vais aller dans votre région. Bien, on espère bien, c'est ça. Donc, bien sûr. C'est ça. Le but de la rencontre, justement, c'est pour parler de vous. Vous allez venir nous voir à Berthierville, au IGA à Berthierville, le 8 novembre, entre 11h et 15h. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on parle de vous. Si vous êtes d'accord, on va faire une petite biographie, un petit récapitulatif de votre œuvre, dans le sens que vous venez justement de me dire que ça l'a fait 70 ans. Hier, avant-hier, votre arrivée au Québec. Donc, vraiment, vous êtes arrivée ici comme immigrante, il faut quand même le dire, et vous êtes très bien intégrée dans la communauté québécoise. Là. Vous n'avez pas eu le choix, mais c'est une intégration quand même magnifique, importante. Mais c'est important quand on arrive en quelque part, d'essayer de regarder, d'abord apprendre la langue, parce que je ne parlais pas français. Alors, j'ai appris le français, j'étais très concentrée. Ensuite, voir les besoins du lieu. Et puis là, dans le temps, il y a beaucoup d'immigration qui arrivait, d'immigrants. Alors, j'ai dit, il faut aider les immigrants. J'étais pas ça, j'étais une jeune fille de 17 ans, que j'arrivais, puis je voyais la neige partout, parce que dans le temps, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Alors, moi, j'étais dans tout ça, puis là, je comprenais rien, ce que les gens disaient. Et j'ai dit non, la première chose à faire, c'est d'apprendre le français pour que je puisse communiquer. Alors, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Et après ça, j'ai travaillé avec les gens, je me suis insérée profondément. Et après ça, j'ai étudié en alimentation parce que je trouvais que les magasins, ça n'existait pas, les supermarchés, là. Oui. Il y avait juste des petits magasins. Et puis, moi, j'ai même rencontré M. Sam, le gars, là, qui arrivait, je ne sais pas d'où, là, avec des sacs de 50 livres de sucre. Puis, je voyais les madames qui faisaient des linges vaisselle avec des sacs de sucre.
Ça Oui. part de loin. Il ne Oui, faut oui. pas oublier 70 ans. Oui, là. oui, oui. Et là, j'ai fait le premier salon de l'alimentation à Montréal. Et avec un genre de carrosse, il y avait des courges, il y avait pas des courges, il y avait de la citrouille, puis il y avait des patates, des oignons, des carottes. Il y avait il y avait des navets. Ah, ça, il était fort là-dessus. Et puis là, moi, j'ai dit, mais on ne peut pas manger rien que ça. Là, et là, avec l'immigration, quand ça a explosé, c'est à l'Expo 67. Oui. Quand j'ai travaillé à l'Expo 67, il y a eu beaucoup d'immigrants qui arrivaient, puis des chefs qui apportaient des choses pour faire leur cuisine dans leur pavillon Oui. à l'île Notre-Dame. Et là, moi, puis le maire Drapeau, qui c'était un homme, le maire de Montréal, il a dit, elle, là, j'ai l'œil là-dessus. Puis là, il me faisait faire toutes sortes de choses pour parler avec les immigrants. Je parlais italien, je parlais un peu espagnol. Ça a aidé. Et comme j'apprenais le français, mais ça n'a pas pris de temps que j'ai appris le français parce que j'ai travaillé fort. Puis à 17 ans, on apprend tout. À 90, c'est plus difficile. Mais là, ça allait bien. Oui, voilà. Alors, je recevais ce monde-là. Et là, j'ai fait tout mon cours en alimentation pour évoluer la chose. Et après ça, bien évidemment, j'étais à l'Institut de tourisme hôtellerie du Québec. J'ai enseigné 20 ans. J'ai fait la recherche au centre de recherche de l'Institut et en même temps aussi la cuisine. Alors là, ils m'ont envoyé dans le monde entier. Alors, à chaque fois que je voyageais, j'amenais des graines, j'amenais des choses pour évoluer. Exactement. Et là, ça a été évidemment une évolution. Et le Québécois, le goût est fin. Il aime des bonnes choses. Il aime la bonne cuisine. Alors, j'ai dit, oh, il va fort. Vas-y, la grande. Et là, je me suis très impliquée parce que j'ai commencé à faire les pâtes parce qu'ils ne connaissaient pas des pâtes de toutes les sortes. Alors, et les sauces, et la passata, et ci, et ça, les poivrons. En tout cas, ça a été vraiment un moment d'évolution en alimentation. Vous êtes religieuse, il y a quand même un devoir on pourrait dire, je dirais de sobriété ou de choses comme ça. Votre supérieur vous regardait avec un air en disant « C'est qui cette bébite-là? » Est-ce qu'ils vous ont toujours supporté ou vous avez dû vous défendre, vous battre? Ben, c'est-à-dire que quand j'étais à l'Institut d'hôtellerie, moi, je ne leur ai pas dit que je faisais la télévision, parce que j'étais sœur. Oui. Mais je faisais mon cours, au commencement, je faisais mon cours en alimentation à l'école. Et quand, j'ai continué, mais quand ils m'ont vu fonctionner, ils ont dit, cette femme-là, on va l'envoyer à la télé. Alors, moi, je donnais des cours du soir, des cours de perfectionnement, mais là, je m'appelais Angèle Rizardo. Mais pas ça. Pour pas que les élèves disent, bon, alors, je m'appelais Angèle Rizardo. Mais quand je suis allée à la télé, j'ai dit, c'est Sœur Angèle. Alors, là, à un moment donné, j'ai fait une émission, et là, ça a tout explosé, mais Sœur Angèle, elle ne travaille pas à l'Institut, c'est Angèle Rizardo qui travaille ici. Je comprends. Alors, oui, alors là, j'ai été obligée de, oui, c'est moi. Mais là, la supérieure est arrivée à l'Institut, et le directeur, là, a dit, on ne peut pas envoyer Sœur Angèle comme ça à la télé, une émission de variété, qui c'était Allô, Boubou, machin. Oui. Hey, ils ont dit non, on ne peut pas. Et là, alors, elle est arrivée à l'Institut, puis le directeur général, il dit, savez-vous, il dit, bon, il dit, je vais vous faire signer un papier comme quoi nous prenons la responsabilité de Sœur Angèle. Et sans y penser, je suppose qu'elle a signé. Elle a pris la responsabilité. Mais là, ça a été l'ouragan. J'ai fait le tour du monde 2 fois. Oui. J'ai fait la télé, tout ça. Et ça a été comme un ouragan. Que je n'ai pas eu connaissance du tout, moi. Moi, je fonctionnais. Envoie. Puis avec les élèves à la radio, ici et ça. Et c'est comme ça. Et savez-vous, depuis ce temps, ça fait 70 ans, puis je suis encore à la télé. Croyez-vous ça? Ben oui.
Vous avez côtoyé, c'est ça. Vous êtes une vedette. Quand on vous présente, vous êtes vivante. Pas vivante dans le sens qu'on vous touche, mais vous êtes enthousiasme. Vous avez toujours eu un sourire, toujours. Je pense qu'avec vous, il n'y a jamais de problème. Même quelqu'un qui apprend, avec vos jeunes qui apprennent encore à faire de la cuisine, tout se règle. Là. Ils ont manqué leur coup de leur crème fouettée, de leur béarnaise, n'importe quoi. Vous avez toujours, d'après moi, le côté positif. Regarde, on va l'arranger, on va le régler, le problème. Là. Oui, en effet, moi, je me dis, c'est normal. Moi aussi, j'ai manqué quelques coups, là, parce que, vous savez, il fallait faire de la recherche, il fallait évoluer, puis il fallait... Alors, les jeunes, quand il manquait quelque chose, ils disaient, ben non, c'est parfait. Ça prouve que tu as de l'amélioration à faire. Tu vas aller... Et c'est vrai, j'ai toujours ce sens de dire, non, la vie, c'est une école. Alors, à mes grands, là, on apprend, on avance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des grands chefs dans les cuisines, puis mais là, il dit, vous savez, Sorangelle, du fois, j'étais sévère, mais aujourd'hui, on a des grandes responsabilités, et puis, ben, j'y vais à la télé, j'y vais un peu partout. Mais c'est très bien, c'est quand même consolant de voir que ces jeunes, ils ont appris ça, et puis, vous savez, ils ont ça à cœur. Ils me téléphonent de temps en temps pour te sortir. Même Jacques Boulanger, là, il fait son canard. Est-ce que c'est du vrai jus d'orange qu'il faut mettre dedans? Ben oui, mon Jacques. Après ça, est-ce qu'il faut pour le rendre meilleur? Ben la réduction. Alors, mais je vois qu'ils ont besoin toujours, parce que l'alimentation, les gens viennent d'ailleurs, puis ils disent qu'au Québec, aujourd'hui, tout le monde a fait beaucoup d'efforts, la découverte, on ne peut pas dire le contraire, mais il a évolué beaucoup la cuisine partout. Quand on a fait la cuisine évolutive, on avait fait ça, beaucoup de critiques. Okay. Et aujourd'hui, on trouve que ça a du bon sens. Ensuite, manger des légumes. La première salade aux choux, pas aux choux, aux épinards que j'ai faite aux élèves, là, ils me l'ont craché. Ben, c'est mauvais, ça. C'est pour les lapins. Mais attends une minute. Alors là, j'ai mis du miel, j'ai mis du raisin, j'ai mis d'autres choses. Aujourd'hui, ils courent après pour la manger. Oui. Alors, il y a toute une évolution. Okay. Mais il fallait trouver des moyens. Et quand vous voyez un enfant qui n'aime pas telle chose, j'ai dit, maman, souvent, regardez ce que vous avez à faire. Donnez-y, mélangez quelque chose qu'ils aiment beaucoup, puis vous mettez l'autre affaire avec. Puis ils vont finir. Aujourd'hui, là, c'est fascinant. Je suis à l'école, puis ils cherchent les légumes. Ouais. Ils mangent des poivrons, ils mangent du céleri, ils mangent... Mais là, je suis renversée. J'ai dit, bon, on n'a pas parlé. Voilà. Et c'est beau. C'est ça que je me dis toujours. Okay. Et c'est très important. Donc, pour souligner le 10e anniversaire, on ne pouvait pas passer sous silence, évidemment, notre muse rebelle. Et on a vraiment voulu lui rendre un hommage en proposant, dans le fond, une rétrospective intimiste. L'exposition aujourd'hui, hier et pour toujours, a été présentée à l'Arsenal Art contemporain dans le cadre des 80 ans de Madame Dufresne. Et pour nous, évidemment, on voulait lui rendre un hommage. Elle voulait aussi participer à nos festivités. Et donc... On a repensé le concept qui a été présenté à l'Arsenal en travaillant avec Éric Villeneuve, entre autres, chez Novalux, qui a revu en fait les projections audiovisuelles. Vous allez voir, je l'ai mentionné, c'est vraiment un portrait intime. On a vraiment une expérience très différente pour ceux et celles qui l'avaient vu à l'Arsenal. On a d'ailleurs, tu sais, dans le fond, c'est comme vraiment un 360 créatif de l'artiste. On a aussi des œuvres récentes qui, dans le fond, dans son processus global de création, bien qu'elle ait évidemment révolutionné les arts de la scène, de costumes, aussi en art visuel. Donc, on a quelques témoins récents, dont une pièce conçue pour le 10e anniversaire du Centre d'art. Et à l'intérieur, évidemment, l'immersion vidéo prend vraiment toute la place. On a une interprétation de la robe symphonique datant de 1988, créée par Michel Robida, qui est également ici sous un autre jour.
mais aussi seulement quelques éléments de scène, de souvenirs, de notes manuscrites là, qui composent 3 vitrines là, qui présentent à peu près une 50aine d'objets. Donc, je vous invite à entrer. Là, la loupe se fait, c'est une projection qui dure environ une 30aine de minutes. Vous allez voir... En compagnie du fameux L de BLG. Vraiment fameux. Le fameux. Et là, on est en train de regarder un petit peu, on pourrait dire, la genèse de ce groupe. C'est vrai. On regarde les vidéos. Quand vous regardez ça, ça vous fait quoi comme effet? Je vais t'avouer que j'ai pas eu le temps de les regarder encore. Ouais, mais je devine qu'est-ce qui se cache là. Moi, tantôt, ce que ça m'a fait, c'est pourquoi on filmait nos affaires. J'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui nous a motivés à filmer vos œuvres, vos interventions. C'est ça que ça me fait. C'était pas des devoirs d'université, là. C'était pas des devoirs de... Proche de ça. Peut-être au début. Peut-être qu'on avait un cours en vidéo. OK. Puis on avait une caméra, puis on filmait, puis... Mais, tu vois, c'était comme intuitif de filmer dans l'atelier. Il y a pas des événements de créer... Ben, de filmer des étapes de travail. Puis je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on se filme plus. On se filme plus du tout. Non, c'est vrai, hein? Ben, en tout cas, le trio, ouais. Puis à la fin, on se filmait pas. Fait que c'est ça que ça me fait. Ben, je suis content qu'on se soit filmé parce que il y a à travers ça des souvenirs très drôles. Oui, c'est ça. L'amitié est encore là. Oui. Faut me dire, ça fait 2 semaines que vous êtes à l'Assomption, oui. À la maison Jacques Parizeau, là, je connais très bien et tout. Et ça faisait quoi de se retrouver, de dire, regarde, on travaille ensemble. Ça t'es pas perdu ou c'est comme des bicycles? Non, exact. C'est vraiment comme le groupe. C'est vraiment une amitié naturelle et un amour mutuel, une amitié mutuelle. Mais je vais en revenir à certains. On s'entend qu'il y a possiblement il y aura pas de retour ou il y aura quelque chose peut-être pas ensemble. Mais est-ce que ça vous a manqué? Vous êtes aperçu que lui, quand on a travaillé ensemble, on avait du fun, mais je vous regardais aller, vous aviez un plaisir fou à travailler ensemble, partir sous des idées folles, faire des choses. Mais ça, c'est peut-être propre. Tu sais, moi, mon expérience en tant qu'artiste seul est possiblement pas la même que Jasmin Ced. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. J'ai pensé faire autre chose. Ah ouais? De ma vie. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes bien? Je vais mieux, oui. Okay. Mais j'ai trouvé des façons de collaborer. Okay. Je suis juste aperçu que j'étais pas encore prêt pour la solitude en atelier. Oui, la solitude en main chez moi, en nature, partout, pas de problème. Mais en atelier, pour moi, c'est un endroit où faire des blagues, essayer des affaires.
puis me faire des blagues à moi-même, j'ai trouvé ça marche. Mais c'est une pression aussi. Parce que quand vous faisiez quelque chose à trois, je pense que l'amitié, qu'est-ce qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est que un pouvait dire à l'autre, hey, ça n'a pas d'allure, là, c'est croche ton affaire. Tandis que là, vous avez pas de critique. Faut vous critiquer vous-même, que c'est difficile de faire ça. Tout à fait. Ça. Mais vous êtes content d'être ici? Ah oui. Ah oui. C'est un métier fabuleux, là, faire de l'art contemporain. Puis, de pas se mettre de limites? J'avoue. Sinon budgétaire. Oui, ben c'est ça. Je vais vous amener un petit peu sur ça. Comme tantôt, on entendait vos remarques, puis c'était comique. Tu sais, quand vous avez dit, ça veut dire qu'on aurait ajouté des pas en espérant les vendre un jour. Donc, votre but était de faire de l'art, était pas nécessairement de vivre de l'art. Mettons, si on met entre les deux le parallèle. Ah, oui, t'as raison. Mais on a, étant trois, on a dit oui à 3 fois plus d'événements. OK. Et nous, ce qu'on dit, puis qui est assez véridique, on a réussi à survivre en faisant de l'art pendant toutes ces années. OK. C'est quoi, justement, on parle, vous avez fait beaucoup de symposiums, vous parlez de Venise, tout ça. C'est quoi le trip le plus fou que vous avez fait à Londres? C'est quoi la chose que vous êtes parti, tu dis on y va, puis avec aucune idée, je vous dirais, puis ça a fait un show rendu là-bas. Ben, moi, une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'était en Terre de Feu. OK. À Ushuaïa. On est parti avec une machine à boucan utilisée dans des shows on savait pas faire fumer quoi, mais on voulait faire fumer quoi. Puis c'était une biennale avec plusieurs artistes. On était, imaginons, 12. Et, les têtes folles qu'on est, on n'a pas pensé au transfert de voltage nécessaire. On a fait sauter la machine à boucan dès le jour 2, tu sais. Là, il fallait trouver qu'est-ce qu'on ferait. Mais mixé à ça, là où je veux en venir, c'est les rencontres avec les artistes du Brésil et de l'Argentine, majoritairement. Ça a été un coup de foudre phénoménal. Je pense qu'on riait en moyenne 2 heures par jour, juste à se côtoyer, puis c'était... On allait dire à boire aussi, ou en même temps, ou il y avait... Mais j'ai rarement ri autant en faisant de l'art. Okay. C'est comme si on baignait dans l'euphorie, mais partagé. Oui, je comprends. Puis c'était drôle parce que on se sentait très, très, très proches, alors que les autres sont dans le sud, puis on est dans le nord, mais il y avait une proximité du tempérament étonnante. OK. Vous avez beaucoup utilisé le bois. On a vu beaucoup de choses. Oui. C'était vraiment avant-gardiste. On parle des années 90, 2000. Tu sais, je vous dirais, tu sais, le recyclage, reprendre des choses, c'était moins tendance. Aujourd'hui, on le ressent un petit peu plus, mais c'était vraiment avant-gardiste de dire, on fait du recyclage, on reparle de, tu sais, on a des chaises, bon, c'est des... C'était à l'image de nos moyens, mais aussi, c'est que la période durant laquelle on a étudié à Québec, notre école était en basse-ville. Toute la basse-ville se rénovait. Donc, les conteneurs étaient remplis. Ça vous dirait pas de cossin, on va dire ça. Non, ça avait beaucoup de bois. On a vraiment, les trois, on a une facilité et un amour pour le bois. OK. Puis, venant de Québec, mais il y a une question aussi de conservation. On pourrait dire, le bois est quand même beaucoup présent il y a des maisons en pierre, mais il y avait beaucoup de bois aussi. Hein. Oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, parce que c'est une matière qui nous permettait de toucher un peu à l'architecture, faire des cabanes. Ouais. Puis de faire des petits objets. Je sais pas si tu as déjà vu, on faisait des cellulaires en bois. Ouais. Ben, ça, c'est une façon qu'on a eue de financièrement arrondir les fins de mois. On allait dans les vernissages de nos amis, puis on vendait nos cellulaires en bois. Puis c'était 20$ chaque, fait qu'on en vendait. Mais tu sais, t'en vends 10 dans ta soirée, puis tu te fais 200$. Oh oui, je peux ça aide vraiment. Je peux très, très, très bien comprendre ces choses-là. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle de vous. Ça va être une retrouvaille, je pense, fantastique qu'on va avoir ici au Centre d'art Diane Dufresne. Et on vous dirait longue vie. On ne sait pas où ça va amener dans quelques années, mais... Ouais, on sait jamais. On sait jamais, mais je pense que vous êtes de cette nature-là, de dire, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Oui. Puis on verra. Puis advienne que pourra. Oui.
Tout à fait. Bon, mais merci. Bonjour, alors je me présente Catherine Courtemanche, je suis chef de division culture à la Ville de Repentigny et également responsable du Centre d'art Diane Dufresne. Catherine, on permet qu'on se parle. Premièrement, tu as une belle petite brochure, c'est pour souligner le 10e anniversaire du Centre d'art Diane Dufresne. Tout été une aventure. Quand ça a commencé, c'était une vision là, de la mairesse de l'époque. C'est une vision audacieuse qui est celle de se dire qu'on va utiliser la culture, les arts et la culture comme levier de développement pour redynamiser un centre-ville, pour propulser l'économie locale. C'est ça. Et ce qui est particulièrement audacieux, c'est que le premier jalon soit un centre d'art professionnel spécialisé en diffusion en art visuel. Habituellement, c'est généralement les salles de spectacle qui viennent avant. Dans le cas de Repentigny, ça a été vraiment le Centre d'art Diane Dufresne qui est venu d'abord et avant tout, et par la suite, le déploiement de l'espace culturel et du théâtre Alphonse Desjardins. Fait que oui, c'était audacieux. C'était audacieux et vraiment, je ne dirais pas de relier l'économie à la culture, mais ça a un impact. Aujourd'hui, le Centre d'art accueille des expositions, dans le fond, presque 3 fois par année. On pourrait quand même dire ça. Il y a souvent des expositions et ça l'amène des gens. Là, vous avez, entre autres, une quantité phénoménale de membres dans ce projet-là. Là. Le Centre d'art Diane Dufresne a la particularité, de mobiliser énormément la communauté et est devenu un incontournable dans l'écosystème culturel local, mais comme arrêt incontournable à Repentigny particulièrement. Donc, nos visiteurs viennent de partout, d'abord et avant tout localement de Repentigny, mais aussi beaucoup de Montréal. On a énormément de visiteurs en transit de la Mauricie, de partout à travers le Québec. Et effectivement, il y a comme des retombées économiques évidentes sur le centre-ville de Repentigny, en collaboration avec les restaurateurs d'abord, mais aussi des retombées sociales importantes. Hein. C'est comme le rôle social de la culture comme espace de rencontre, de dialogue, de réflexion, de développement d'une communauté. Et on a vraiment eu les moyens, finalement, à travers cette institution-là et les outils artistiques et culturels d'offrir une rencontre communautaire à travers l'art via le Centre d'art Diane Dufresne. Donc, c'est ce qu'on a. Parce qu'il faut le dire, on a accès au vernissage. Nous, on est privilégiés. On a des visites privées, mais quand c'est le vernissage, c'est toujours plein. Là. Il y a toujours, tu peux pas dire, il y a pas une exposition à date que j'ai vue, une presse depuis les 10 années, qui a pas été un succès, là, qui a pas été. Il y en a eu peut-être un petit peu plus. On parle des Cowboys fringants, qui a créé un engouement fou, là, cet été-là, là, quand c'était présenté. Mais à chaque fois, je pense que c'est surprenant, le nombre de personnes qui découvrent, qui s'intéressent. Oui. Plusieurs expositions phares à travers les années. On l'a mentionné, les Cowboys fringants qui a rayonné non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans la francophonie. L'exposition de Roger Taillibert, une première mondiale autour de l'architecte du Stade olympique puis du père du Parc des Princes à Paris. Mais oui, les expositions mobilisent énormément. On a une communauté forte, communauté de membres très fidèles. L'idée, à travers cette institution devenue emblématique, c'est vraiment de démocratiser l'art au maximum, de permettre au public de devenir compétent devant l'art, qu'il soit expert ou néophyte. Fait que ce soit comme que la personne en soit à sa première visite ou à sa 100e visite, on veut que les gens se sentent confortables dès qu'ils franchissent les portes, qu'ils se sentent bien devant une œuvre qu'ils voient pour la première fois. Et je pense que c'est cette capacité-là de rendre les gens confortables devant l'art qui fait en sorte que la communauté est tout le temps mobilisée. Et en effet, on accueille des centaines de visiteurs à tous les vernissages, ce qui est quand même particulier. Là, on parle de 300, 400 personnes juste pour les vernissages et après, le flot de visiteurs continue. C'est la bouche à oreille de fait, où les gens reviennent une deuxième fois, une troisième fois. On parle de 10 ans. Vous avez eu la chance d'avoir, on pourrait dire, comme ambassadrice, Mme Diane Dufresne. Comment qu'on peut la présenter? C'était un lien qui était naturel d'avoir Mme Dufresne? Oui, ben ça a été, elle le mentionne dans un témoignage qu'elle nous a généreusement offert dans le cadre de cet outil-là du 10e anniversaire. Elle le dit, c'est une rencontre qui a été naturelle. On lui a offert d'être ambassadrice du centre, donc de nommer le centre en son nom. Et tout de suite, elle a accepté. Pour elle, je pense que c'était un honneur. Mais ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de rendre hommage à la créativité, ce qu'elle incarne. Donc, c'est vraiment l'audace, la créativité dans toutes les sphères. Et Diane Dufresne est une artiste multidisciplinaire, d'abord en art de la scène, mais elle s'est aussi développée en art visuel. Donc, c'est cette capacité-là de rencontrer les disciplines, de sortir du cadre et de permettre la rencontre à travers différents médiums qui fait en sorte que l'alliance ou que le mariage avec Diane Dufresne et l'institution fonctionne bien. Donc, vous en avez profité
pour le 10e anniversaire, de faire comme une rétrospective. C'est toujours difficile de toujours choisir par rapport à Diane Dufresne, mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est magnifique, là, la famille robe orchestre, la orchestre qui était impressionnante. Tu dis, il y a un côté créatif. Là. Oui. Monsieur Robida était impressionnant aussi quand il faisait ses choses. Mais c'est quand même on pourrait dire une icône, là, Diane Dufresne, ça fait partie de notre patrimoine, là. Elle est emblématique, naturellement. Elle est audacieuse. C'est une artiste qui a marqué l'histoire du Québec et elle continue de le marquer à travers ses prises de position artistiques, son audace. On est choyés de pouvoir l'accueillir et c'était tout naturel pour nous de débuter le 10e anniversaire du Centre d'art avec une exposition qui lui rend hommage. Donc, une adaptation de l'exposition MRT qui a été récemment présentée à l'Arsenal, qu'on devait représenter dans un contexte différent, beaucoup plus intime. Donc, c'est une immersion totale dans son univers qui nous donne des frissons. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une rencontre avec Diane Dufresne sous un nouveau jour. Tu parles de la programmation du 10e anniversaire. Est-ce qu'il y a des choses fortes que tu veux? Là, c'est comme l'inauguration aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des choses fortes qu'il faut retenir? On va revenir, n'oubliez pas, ne manquez pas. C'est quoi tu veux nous présenter? La première chose, c'est qu'il faut devenir membre. Ça, c'est comme pour soutenir à la fois la culture à un coût qui est vraiment très accessible, mais pour rester à l'affût de la programmation qui va se dérouler tout au long de l'année. Alors, c'est une année de festivités. Il y aura une série de rencontres, de rendez-vous, de moments créatifs exceptionnels. On termine ça le 27 septembre prochain par une grande fête créative pour clore le 10e anniversaire, mais à travers ça, plusieurs rendez-vous, dont une rencontre avec Diane Dufresne, mais aussi des ateliers spéciaux, des rencontres, entre autres, avec le collectif BGL et le journaliste Jérôme Delgado, des apéros spéciaux et on revisite nos séries d'ateliers créatifs tout au long de l'année en faisant des clins d'œil aux ateliers phares, à certaines techniques qui ont été abordées dans le contexte des expositions passées. Fait que c'est comme une grande rétrospective métissée, mais on ressort le meilleur de ce qui a été fait et apprécié du public. Là. On comprend que cette programmation-là, tu l'as pas décidée la semaine dernière, donc ça fait que longtemps que vous travaillez dessus. Est-ce que tu peux nous parler après l'année? As-tu déjà c'est-tu vraiment en train de préparer la 11e saison, la 12e saison? Est-ce que c'est toujours aussi captivant pour toi? Est-ce qu'on faut s'attendre encore plus de choses, tu penses? Comment tu vois le futur est beau. Le futur est beau culturellement. La ville de Repentigny, on travaille déjà naturellement sur nos prochaines programmations d'exposition et le contenu en médiation culturelle aussi. Notre horizon va jusqu'en 2028. Mais on se réserve quand même des surprises. On va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais oui, et du contenu fabuleux qui s'en vient aussi. Puis, 2026 donnera le ton à travers ces festivités-là. Bon, mais je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup. Bon succès pour l'année et puis bonne continuité. Merci. Merci. Principal. Je reconnais maintenant le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, il y a 29 jours, le Premier ministre livrait un discours d'ouverture dans lequel il identifiait 4 priorités. L'une d'entre elles était la sécurité des Québécois. Le premier geste significatif que la CAQ est en train de poser, diminuer les budgets de la Sûreté du Québec par 10 %, soit une coupure de 120 millions. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? La SQ va fermer des douzaines de postes de police, notamment en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, au Saguenay. Fermeture de la direction des crimes financiers. Alors que ce type de crime est en augmentation fulgurante. Un gel d'embauche des nouveaux policiers, suppression des patrouilles de nuit, diminution des effectifs dans la cavalerie, la sécurité des festivals, l'embauche de cadets, abolition de postes affectés aux mesures d'urgence et à des crimes violents. Et ça s'ajoute à ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire une couple de 50 procureurs du DPCP, ce qui force l'abandon de certains dossiers, de certaines poursuites. Madame la Présidente, est-ce qu'on est vraiment en train d'affaiblir la prévention des crimes, la lutte aux crimes financiers et la sécurité dans nos régions? Tout ça parce que la CAQ a dilapidé des milliards en fonds publics dans Saclic, Nordvolt et son Fonds de développement économique. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? La réponse du Premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais commencer par quelque chose de positif. Je veux saluer le chef du PQ qui est d'accord avec la loi 2. Il nous dit qu'il veut, par contre, ramollir les exigences. Mais bravo, bravo. Ministre, je rappelle à tout le monde l'article 32 que vous n'avez pas à applaudir, à faire quelque bruit que ce soit, c'est le décorum. Maintenant, je vais vous entendre la réponse. Oui. Maintenant, le pot s'en vient, Madame la Présidente.
Je suis vraiment en désaccord complet avec l'approche économique du chef du PQ qui nous dit qu'il ne veut plus qu'on utilise le FDE, qu'il ne veut plus qu'on aide les entreprises, au moment où on affronte un président aux États-Unis qui, avec les tarifs et l'incertitude, vient nous faire perdre des emplois. On a un chef du PQ qui est contre l'interventionnisme de l'État pour aider les entreprises québécoises. J'aurais tout vu, Madame la Présidente. Maintenant, concernant la SQ, je veux être très clair. Il n'y a aucun plan qui a été approuvé. Il y a des discussions qui ont lieu dans tous les ministères pour réduire la bureaucratie, pas les services. Donc, oui, nous, on est pour réduire la bureaucratie. Première complémentaire. Premièrement, sur la loi 2, on trouve que c'est gênant. Il y a plusieurs erreurs et un gouvernement du Parti québécois s'engage à corriger toutes les erreurs qui ont été faites durant la nuit de vendredi à samedi. Et quand on dit qu'on parle de bureaucratie, on parle de fermer des postes de police et de couper l'escouade des crimes économiques, Madame la Présidente. Est-ce que le premier ministre s'engage à ne pas fermer de postes de police et à ne pas couper dans l'enquête sur les crimes économiques? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je m'excuse, mais le chef du PQ était très clair. Il est d'accord avec la loi 2, mais il veut baisser les exigences des médecins. Bon, c'est comme une demi-bonne nouvelle, là, puis je la salue. Maintenant, concernant la Sûreté du Québec, je vais lui dire, il n'y a aucun plan qui a été approuvé. On regarde dans tous les ministères pour réduire la bureaucratie sans toucher aux services. Nous, de notre côté, on n'est pas amis avec Magali Picard autant que le chef du PQ. Donc, on va continuer de travailler à avoir un État efficace, quoi qu'en pense Magali Picard. Chut. Deuxième complémentaire. C'est gênant d'avoir un premier ministre qui répond de manière aussi décousue à une question fondamentale, la sécurité publique. Il y a toujours bien une demande de ce gouvernement-là de couper dans la sécurité publique si la Sûreté du Québec vous revient avec un plan de coupe d'abolition de postes de police et d'abolition de l'enquête sur les crimes économiques. Pouvez-vous vous engager à rehausser la sécurité des Québécois au lieu de l'affaiblir? Il me semble que la question est simple. Et chef, je vous rappelle que vous posez vos questions à la présidente. Ouais. Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, excusez, je vais être très clair. On veut améliorer la sécurité des Québécois. On veut lutter contre les gangs de rue. On veut s'assurer qu'il y ait moins de violence à l'égard des femmes, qu'on utilise moins les jeunes dans nos rues, dans nos villes du Québec. Donc, le seul endroit où on regarde pour faire un ménage, c'est dans la bureaucratie. Donc, je sais que le Parti québécois, c'est pas sa tasse de thé, mais nous, on pense que c'est important. Nous allons poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Laurier-Dorion, le député d'Abitibi-Est et la députée de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à ne pas fermer de postes de police en région et à ne pas abolir la direction des crimes financiers. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Cette motion est-elle adoptée? Monsieur le député, vous demandez un vote électronique, c'est bien ça? Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 111, contre aucun, aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Par Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, le 2 novembre, entre 10h et 20h, on vote. Ça va se dérouler à la mairie de Sainte-Geneviève de Berthier, 400 rangs de la rivière Bayonne-Sud. C'est donc l'endroit où les gens doivent se rendre voter. On rappelle qu'il y a eu vote par anticipation
Il y a eu 39 électeurs qui se sont présentés sur une possibilité de 290. C'est 13 %. Il y a un seul district qui est en élection. On rappelle que ce district, c'est le district numéro 3. Gaétan Bailleur, qui occupait déjà le poste de représentant du district 3, se mesure à Louis-Philippe Hébert. Dans la municipalité de Sainte-Geneviève, le maire sortant Robert Pufol a été élu. Un nouveau venu, André Langlois, a été élu au district 1. René Darvaux, qui occupait le poste de conseiller au district 2, a été réélu. District 4, Christian Soulière, un nouveau candidat, donc, a été élu au district 4. Au district 5, Léo Soulière, qui occupait ce poste, a été réélu. Et Guy Cloutier, au district 6, qui occupait aussi le poste de conseiller, a été réélu. Donc, pour Sainte-Geneviève de Berthier. À Berthierville, maintenant, donc, même chose, le scrutin en 10h et 20h, et ça va se dérouler à l'école secondaire Pierre de Lestage, 881 Pierre de Lestage à Berthierville. On rappelle le vote par anticipation qui s'est déroulé il y a une semaine ou quelques jours. 523 électeurs sur 3571 inscrits sur la liste électorale ont voté. C'est 14,65 %. On rappelle qu'il y a élection au poste à la mairie à Berthierville. Le maire sortant, Pierre Lahaye, se mesure à la candidate Marie-Lou Racine. Tous les autres postes ont été élus sans opposition. Denis Darvaux, qui occupait donc le poste de conseiller au district 1. Jean-François Frenière, qui était au district 2. Patrick Plante, qui était représentant du district 3. Sylvain Destrempes au 4. Isabelle Fontaine au district 5. Et Amélie Lebrun au district numéro 6. Ils étaient toutes et tous candidats et sortant de poste. Donc, tout le monde a été réélu sans opposition. Donc, élection à la mairie à Berthierville. On poursuit avec Saint-Cuthbert maintenant. Saint-Cuthbert, autre municipalité de notre territoire. Le vote du 2 novembre, en 10h et 20h, se déroulera à l'école Sainte-Anne, 1950 rue principale à Saint-Norbert. On rappelle le vote par anticipation, donc qui s'est déroulé il y a quelques jours. 199 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. Le total d'électeurs potentiels est 1493, donc c'est 13,3 %. Il y a quelques élections à Saint-Cuthbert, donc à la mairie. Richard Ballumeur, le maire sortant, affronte Benoît Gingras. Au poste numéro 1, Éric Deschênes, qui occupait ce poste, a été réélu sans opposition. Au poste numéro 2, il y aura élection entre Richard Dion, qui occupait déjà le poste de conseiller au numéro 2. Il fera face à Denis Faust. Au poste numéro 3, Vincent Bergeron, qui occupait ce poste, a été réélu sans opposition. Puis, au poste numéro 4, il y aura élection entre Daniel Caron et Élise Fafard, qui était conseillère sortante. Au poste numéro 5, Sylvain Toupin, conseiller sortant, se mesure à Josué Étu. Au poste numéro 6, 2 candidatures, Annie Sylvestre, qui occupait ce poste, donc ce poste de conseillère, fait face dans cette élection à Guillaume Narbonne. Donc, des élections à plusieurs postes à Saint-Cuthbert. On poursuit avec l'île du Pas maintenant. L'île du Pas, le vote se déroulera à la mairie de la Visitation de l'île du Pas, 113 rue de l'Église, évidemment à l'île du Pas. On rappelle qu'il y a un seul poste en élection à l'île du Pas. Le vote par anticipation, qui s'est déroulé il y a quelques jours,
178 électeurs se sont prévalus de ce droit de vote sur un total potentiel de 623. C'est 28,5 le taux de participation pour ce vote par anticipation. À l'île du Pas, il y aura élection au poste numéro 2. Alexandre Salois-Lapointe se mesure à Michel Jasmin. Donc, on aura donc un nouveau élu à ce poste. Les autres candidats ont été réélus. Alain Goyette, le maire, a été réélu sans opposition. Au poste 1, François Drainville, qui occupait le poste de conseiller, a été réélu aussi sans opposition. Même chose pour Maryse Courchaine au poste numéro 3. Daniel Duchesne au poste numéro 4 sera un nouveau venu. Au poste numéro 5, Martial Bellé, qui occupait le poste de conseiller municipal, a été élu sans opposition. Et même chose pour Jacinthe Drainville, qui occupait ce poste. Elle sera la représentante pour les prochaines années, les 4 prochaines années, au poste numéro 6. On poursuit notre tournée des municipalités. Allons à Lanoraie maintenant. À Lanoraie, le 2 novembre, entre 10h et 20h, le vote se tiendra à l'école La Source d'Autré, 31 Chemin Joliette à Lanoraie. On rappelle les statistiques pour le vote par anticipation tenu il y a quelques jours. Un total de 828 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. À Lanoraie, le nombre de voteurs potentiels est de 4346. Donc, le vote par anticipation, on parle à ce niveau d'un pourcentage de 19,05 %. Près de 20 donc, des électeurs de Lanoraie ont déjà fait leur choix. Il y a évidemment des votes, c'est-à-dire on devra voter pour tous les postes à Lanoraie. À la mairie, 2 candidats. André Villeneuve, le maire sortant, se mesure à José Castonguay, qui était donc conseillère municipale. Donc, il y a une élection à la mairie. Au district numéro 1, Lynne Clermont, qui occupait ce poste, se mesure à Jean-François Gagné. Au district numéro 2, India Venn se mesure à Céline Robillard. On aura droit à une nouvelle conseillère, une ou l'autre, au district 2. Au district numéro 3, Marie-Ève Mondor, qui occupait ce poste de conseillère municipale, se mesure à Benjamin Bellemare. Au poste numéro 4, Martin Lajeunesse se mesure à François Boisjoli, qui occupait également le poste de conseiller municipal. Au district numéro 5, Florence Laroche fait face à Lucie Ouellette, qui était conseillère municipale, donc la conseillère sortant de poste. Elle se mesure à Madame Laroche. District numéro 6 maintenant, Marco Boudreau et Sarah Hautespin, donc seront en élection et les gens devront choisir entre ces 2 candidats pour le poste de conseiller au district numéro 6. Donc, Lanoraie, beaucoup d'actions en perspective. Saint-Ignace de Loyola, pour terminer notre tournée des municipalités. Donc, le 2 novembre, entre 10h et 20h, les voteurs se rendront à la mairie de Saint-Ignace de Loyola, mairie qui se trouve depuis quelques mois au 145 chemin de la Traverse à Saint-Ignace, bien sûr. Si on se fie au vote par anticipation, le pourcentage de personnes qui exerceront leur droit de vote devrait être assez impressionnant, puisque au vote par anticipation, 550 électeurs sur 1876 possibles, soit 29,3 %, ont voté, donc se sont déjà rendus aux urnes.
On rappelle à Saint-Ignace de Loyola que plusieurs postes, évidemment, sont convoités par plus d'un candidat. À la mairie, on assiste à une lutte entre Alain Deguise et Évelyne Latour, qui occupait un poste de conseillère municipale dans le précédent conseil. On rappelle que Jean-Luc Barthe ne se représente pas à la mairie de Saint-Ignace. District numéro 1, ça se déroulera entre Anthony Laforêt et Christian Michaud. Donc, on aura un nouvel élu à ce poste de district numéro 1. Au poste numéro 2, Jean Latour fait face à Pierre-Luc Guertin, le conseiller municipal sortant. Au district numéro 3, il n'y a pas d'élection. Christian Valois, qui occupait déjà ce poste de conseiller municipal du district 3, a été réélu sans opposition. Au district numéro 4, la lutte se fera entre Chloé Laforêt-Guévremont et René Jasmin. On aura donc un nouveau représentant pour le district numéro 4. Au district numéro 5, 3 candidats. Louis-Vincent Barthe, Steve Piché et Gilles Courchaine, conseiller municipal sortant, donc convoitent le poste de conseiller pour le district numéro 5. Au district numéro 6, une élection à 2, Serge Massé se mesure à Louis-Charles Guertin, conseiller municipal sortant de poste. Donc, beaucoup d'actions en perspective le 2 novembre prochain. On vous rappelle aussi que CTRB fera une émission sur les élections municipales de notre territoire en direct, donc sur les ondes de CTRB. Et notre analyste sera Jean-Luc Barthe, le maire sortant de Saint-Ignace de Loyola, qui a annoncé il y a quelque temps ne pas se représenter. Donc, évidemment, M. Barthe est membre du conseil municipal de Saint-Ignace depuis nombre d'années. Donc, l'expérience est là. Et il a aussi œuvré au niveau du conseil des maires de la MRC de Dautré. Donc, on aura sûrement un survol, comme on peut dire, de l'intérieur avec M. Barthe dans notre équipe à CTRB le 2 novembre. Et d'ici là, vous pouvez écouter sur les ondes de CTRB les propositions politiques des différents candidats. C'est sur CTRB et également sur notre chaîne YouTube. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que
La TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.